Salut à toutes et à tous, et bien se trouve pour la review de NXT du 23 juin 2026. Euh, donc, pour le premier match de ce soir, on a eu le match pour le titre de champion Evolve entre Rook et Tristan Angel. Ce match est un excellent exemple de boxing fonctionnel intelligent. Aaron Rook est protégé sans être surdominant. Sa victoire ne repose pas sur une destruction de son adversaire, mais sur sa capacité à exploiter un moment critique. Cela renforce son image de champion opportuniste et efficace, qui est souvent plus crédible qu'un simple squash déguisé. Tristan Angel, de son côté, n'est pas faible narrativement. Sa défaite est entièrement attribuable à une intervention extérieure, ce qui maintient son statut intact, mais le vrai point fort du segment reste l'intervention sous le ring. Elle transforme un court en point d'entrée pour une nouvelle intrigue. NXT ne cherche pas à réduire, mais à ouvrir. Ce type de construction est particulièrement effectif dans un go show, car il multiplie les fils narratifs sans alourdir la durée globale de l'émission. Le match en lui-même reste très limité dans son développement. La durée empêche tout le problème de monter en intensité. Il n'y a pas de phase lente, pas de véritable storytelling interne du match. Tout repose sur les micro-moments. C'est un choix assumé, mais cela réduit la dimension sportive au profit de la narration globale. Le principal limite vient de la conclusion extrêmement abrupte. Après la réapparition de Tristan Angel, il n'y a aucun temps de réaction, aucun moment où le match respire. Après l'interrompt, passe directement à la fin, ce qui accentue le côté outil narratif du match au détriment de son identité propre. C'est vraiment dommage de finir ce match par une intervention sous le ring de notre ami Shiloh Hill, qui est revenu. Je crois que c'est lui qui intervient et qui perd Aaron Rook, qui fait perdre Tristan Angel, donc offre la victoire à Aaron Rook. Donc c'est à voir maintenant par la suite où NXT va nous mener cette rivalité. On a eu ce défilé de mode de Monsieur NXT qui nous a un petit peu tenu en haleine, et maintenant on a Aaron Rook qui conserve son titre de champion de Evolve. Donc c'est une très très belle victoire pour lui, et c'est la meilleure chose que NXT ait pu faire, c'est justement donner cette victoire à Aaron, qui n'est pas surdominant, mais qui profite à Aaron Rook d'une autre rivalité pour conserver son titre. C'est vraiment intéressant ce que la WWE nous a fait là, dans cette NXT là, justement, une branche de développement. Et ensuite, après, donc, on a eu Tony D'Angelo qui a eu un coup pour une signature de contrat. C'était assez intéressant de voir ça. Et finalement, ce segment peut, peut, peut être perçu un petit peu bizarre, mais quand même, on a un Tony D'Angelo qui s'est fait avoir. Il fonctionne avant tout grâce à sa construction du déséquilibre total de contrôle. C'est ce dernier point qui rend Narako particulièrement dangereux, là où beaucoup de heals cherchent à gagner des matchs ou provoquer des réactions. Lui agit en amont du match et supprime la possibilité du combat. Cette nuance est essentielle dans la perception et dans la manipulation du calendrier lui-même. Le format très court renforce aussi l'impact. S'il n'y a pas de temps mort, le spectateur n'a pas le temps de s'adapter, transforme la scène en choc pur. Enfin, la gestion de Rosemary Stone ajoute une couche intéressante. Habituellement, il devient ici un personnage dépassé, ce qui renforce dès qu'NXT est entré dans une phase où les structures classiques ne suffisent plus. Le segment repose presque entièrement sur un effet de surprise immédiat. C'est extrêmement efficace sur le moment, mais cela signifie que sa valeur dépend entièrement des conséquences. Au choc sans construction plus progressive, NXT sacrifie une partie de la montée dramatique. Il n'y a pas du dernier échange marquant entre Tony et Narako avant l'attaque, ce qui aurait pu donner encore plus de poids émotionnel à la scène. On peut aussi noter que la réaction de l'environnement est très fonctionnelle. Ambulance, médecin, civière reste assez standard. Le segment fait le travail, mais sans véritable moment iconique en dehors de l'attaque elle-même. Donc c'est quand même assez dommageable. Donc Tony D'Angelo qui va se faire escorter de la salle en ambulance, c'était peut-être la meilleure chose que la WWE aurait pu faire et a pu faire, je pense, du côté de la WWE. C'est vraiment dommage qu'il ne s'est pas fait autrement. Franchement, c'est dommage. Ils auraient pu peut-être appuyer un petit peu plus sur autre chose du côté de la WWE, et c'est peut-être ce qu'ils ont fait. Je ne sais pas du tout d'ailleurs ce qu'ils ont fait, mais
quand même, elle savait très très bien ce qu'elle faisait euh, du côté de NXT et du côté de son champion NXT qui est un petit peu mis en difficulté, mis sur la touche à ce moment-là. C'est dommage qu'il soit mis sur la touche étant donné que c'est le champion de la branche, c'est que on va un petit peu s'inquiéter de son état de santé pendant tout le show, quoi. C'est dommage, c'est comme si on était censé avoir une double signature de contrat, finalement on l'aura pas. Bref, passons à la suite. Un point positif à voir entre Savon Sugars et donc Tavenaz avant leur affrontement de Great American Bash. La première force du segment réside dans son équilibre temporel parfait. NXT dispose de suffisamment de temps pour insérer un échange verbal crédible sans tomber dans la répétition. Chaque intervention compte, aucun mot n'est superflu, mais surtout le segment fonctionne parce qu'ils ne cherchent pas à simplifier leur relation. Sugar n'est pas présenté comme un simple face incompris, le qui n'est pas un île caricatural. Les deux positions sont nuancées, ce qui donne une impression de conflit réel, presque organique. Ce type de segment est essentiel dans un show comme NXT car il permet de construire une rivalité sur le long terme sans dépendre uniquement de l'action physique. Il faut aussi souligner un point important, ce segment arrive juste après une attaque majeure et un match perturbé. Il sert donc de respiration narrative, mais une respiration qui reste chargée émotionnellement. Le show ne s'arrête jamais vraiment, il change simplement de registre. Malheureusement, le point neutre, c'est peut-être le segment repose uniquement sur le dialogue, il n'y a aucun développement physique, aucun mouvement dans le ring, aucun événement extérieur pour venir perturber la structure. C'est volontaire, mais cela crée une dépendance totale à une escalade plus progressive. Le segment assure une tension constante sans véritable point de rupture au moment marquant comme une menace physique ou une intervention qui le rendent légèrement moins mémorable que les autres séquences du show. C'est vrai, je suis d'accord là-dessus et je trouve même que la WWE peut faire beaucoup mieux à certains moments du côté de NXT. Donc maintenant, c'est à voir ce qu'ils vont nous faire du côté de NXT dans les prochains jours. Et voilà quoi, mais c'est quand même assez intéressant de voir ça ainsi. Ensuite, après, on passe à la suite, le segment entre Brent Sinclair et Tavion Heights. Donc, le point positif, c'est que ce segment fonctionne très bien comme micro-développement de personnage. NXT réussit à donner une couleur émotionnelle à Tavion Heights sans surjouer. Ce qui est intéressant, c'est que le segment ne cherche pas à résoudre quoi que ce soit. Il installe un état mental, frustration, incompréhension montée en pression. C'est exactement ce genre de détails qui donne de la profondeur aux rivalités secondaires. Le segment resterait dépendant du contexte du show. Pris isolement, il n'a pas d'impact majeur, mais dans la continuité sert de brique narrative. L'absence de véritable point de rupture ou d'événements marquants rend le segment facilement oubliable comparé aux attaques ou trahisons du show. Je suis complètement d'accord là-dessus. Je vais même aller plus loin, c'est qu'on a l'impression que 25 Sinclair, la championne speed de l'UFC, est un peu perdue. Bref, passons donc à la suite. Donc au prochain match, donc c'était inquiétant contre Purse Rice. Et si Perfect McLaren exploité plutôt que de tenter de simuler un match plus long artificiellement, NXT choisit d'assumer pleinement le format impact rapide. Cela donne au match une efficacité brute entre actions concluant enquêtants que ressortent renforcés dans leur identité de duo physique capable de conclure rapidement un affrontement. Ils ne sont pas obligés de vendre une endurance sur une stratégie complexe, ce qui correspond parfaitement à leur rôle dans le roster. Les points notes, les matchs ne proposent pas de véritable progression narrative et fonctionnent comme une transition dans le show plutôt que comme un moment clé. Cela le rend utile mais pas particulièrement marquant individuellement. Les principaux défauts est évident, la durée extrêmement courte limite toute implication émotionnelle et sportive. Il est difficile pour les deux équipes de réellement exister dans le public n'a presque pas le temps d'identifier une dynamique avant que le combat ne se... Cela renforce l'impression générale du show. Beaucoup de segments, beaucoup d'idées, mais très peu de combats développés, surtout qu'enquêtants vont se débarrasser de Purse Right à un moment donné, donc avec ce saut à l'extérieur du ring sur Nexus King comment il s'appelle sur Lexis King et son partenaire, j'ai oublié son nom, Charlie MC, pardon. Et donc, et après, à la fin, il va vouloir s'en prendre au comédien, l'ami de Enquêtant. Ça va se retourner contre eux et ça va leur faire subir la défaite. Donc, victoire de Enquêtant, très très importante. Enfin, personnellement, je la trouve hyper importante du côté de NXT, cette victoire.
pour leur match NXT Great American Match. Le segment est probablement l'un des plus importants en termes de construction de pelote dans tout l'épisode, car il présente une opposition philosophique très claire entre deux personnages. NXT prend volontairement le temps de construire une vraie tension progressive, ce qui est rare dans un show globalement très rapide. Cette durée permet de développer non seulement les personnages, mais aussi la dynamique entre eux. Lola Vice est construit comme une figure de confiance agressive, presque arrogante, qui considère sa position comme acquise. Kent Alger, au contraire, représente une forme de légitimité plus froide, basée sur la constance et le travail. Ce contraste est fondamental. Ce n'est pas simplement un match, c'est une opposition de valeurs. Le segment récit particulièrement bien installé, une tension sans explosion, tout passe par des regards, des phrases courtes, des réponses sèches. Cette montée progressive rend la signature contrat beaucoup plus importante qu'un simple acte administratif. Le point fort majeur est que le segment ne calme pas la rivalité et officialise sans la résoudre, ce qui est exactement la fonction d'un segment de go show bien construit. Le segment suit une structure très classique de signature centrale de milieu, discussion, montée de tension verbale, signature finale. Cette structure fonctionne parfaitement dans un cadre narratif, mais elle reste mécaniquement prévisible pour un spectateur habitué. Il n'y a pas de surprise structurelle ou de rupture de rythme. Cela ne nuit pas à la qualité globale du segment, mais limite son originalité. Le principal point faible est l'absence de véritable événement déclencheur ou perturbateur dans un show où plusieurs segments sont construits autour de l'imprévisible. Attaque, trahison, interne, celle-ci reste très propre. Tout se déroule exactement comme prévu. Cela peut créer un léger déséquilibre de rythme. Le segment est bon mais moins accrocheur émotionnellement que d'autres moments du show. Ça, c'est vrai, je suis complètement d'accord là-dessus, mais il y a un vrai affrontement, il y a une vraie bagarre qui va avoir lieu entre ces deux catcheuses qui méritent vraiment d'être sur les devants de la scène du côté de NXT, du côté de la WWE, du côté de NXT. Enfin bref, passons au prochain match. Keanu Carver face à Eke Prosper. Ce match fonctionne parfaitement dans une logique de booking, de constat, de site et de protection mutuelle. Keanu Carver est présenté comme une force explosive, presque incontrôlable, et qui Prosper, lui, est utilisé comme un adversaire agile permettant de mettre en valeur une défaite destructrice, je disais. Et ici un choix, elle empêche de tout enchaîner dans un match. Bref, le finish par roll-up est particulièrement dans ce contexte car il permet de préserver les deux serveurs restent dangereux et dominants physiquement. Prosper obtient une victoire opportuniste crédible. C'est un équipe difficile à atteindre dans un format aussi court, mais ici il est bien maîtrisé. Le match ne cherche pas à être une démonstration technique ou un affrontement narratif complexe, il est purement fonctionnel. Il sert de transition dans le show, mais sans ambition propre de match. Marquant, cela ne le rend ni mauvais ni excellent, il est strictement utilitaire dans la construction globale. Le principal limite est évidente, la durée empêche toute implication émotionnelle ou sportive, même si la logique booking est cohérente. Le spectateur n'a pas le temps de s'investir dans une dynamique de match, tout est trop rapide pour créer une vraie montée en tension. C'est vrai que c'est pour créer une vraie montée en tension, il est pas assez. C'est trop rapide, ça va trop vite cette rencontre et malheureusement l'équipe Prosper, je sais pas si on va le revoir sitôt, Keanu Carver a littéralement pété un câble après le match et je trouve ça hyper intéressant en fait que la WWE fasse péter des câbles avec qui Prosper ces derniers temps, enfin avec qui Prosper à Keanu pardon, Carver ces derniers temps, c'était peut-être ce qu'il avait convenu à faire, c'était justement de lui faire péter un moulard. Excusez-moi l'expression, donc Eke Prosper va remporter le match, mais après le match, littéralement, il va se faire exploser, éclater. Je vais vous expliquer exactement ce qui s'est passé, c'est que donc Eke Prosper célèbre et est content. Keanu Carver arrive, coup de la corde derrière la nuque de Eke Prosper, il va l'éjecter du ring, il va le prendre powerbomb à travers la table des commentateurs américain et il va essayer de le calmer, ils vont pas réussir. Ça renforce considérablement la construction de Carver instable et dangereux. Le refus de la défaite ici est central. Carver n'est pas un catcheur qui accepte la logique sportive du pinfall ou de la victoire adverse. Il réagit immédiatement par la violence qu'il place dans une catégorie de personnages dominés par l'instinct plutôt que par la stratégie. L'attaque juste table des grands suivi de la parabole est un classique du langage visuel, mais ici elle est utilisée efficacement pour prolonger l'impact du match court. Segment très codifié dans la structure de NXT, il sert un schéma déjà connu: défaite, frustration, attaque, mise en valeur physique. Cela fonctionne, il reste attendu.
le manque de variation dans le segment prévisible, même si l'exécution et le spectateur peut anticiper très facilement la direction prise après la fin du match. C'est quand même assez intéressant d'ailleurs qu'il l'ait détruit de la sorte. Enfin, bref, c'est quand même assez intéressant de voir ce qui s'est passé. Bref, et qui Prosper va disparaître. Ensuite, après, donc, on a eu un truc en coulisses entre Naraku et Keanu Carver qui se sont crasés. Ça repose sur une idée très certaines présences sont suffisantes pour générer de l'anti. Naraku est déjà établi comme une force disruptive du show, tandis que Carver est construit comme une bombe physique instable. Les faits se croisaient même brièvement et bien à suggérer une future cohésion sans le forcer immédiatement. C'est un outil narratif très dans le Go Show car il permet de multiplier les fils rouges sans consommer de temps, in-ring ou de la promo dans le format. Enfin bref, on s'en fout de la suite. Je vais pas vous en parler du neutre et du négatif, on parle que du positif sur ça. Ensuite, après, donc, on a eu la finale du tournoi de Speed. Ce match remplit parfaitement son rôle dans le cadre du format Speed. L'objectif ici n'est pas de raconter une histoire complète, que de construire une longue montée en intensité de mettre en avant la vitesse et la prise de décision rapide. Ariana Grace et Ellie s'affrontent dans un environnement où chaque erreur coûte immédiatement le match. Ça crée une forme de tension différente des matchs. Une tension basée plutôt que sur l'endurance, la victoire sur opportunité illustre bien cette logique dans ce format. La moindre ouverture devient de ce qui renforce la crédit du concept speed. Comme produit distinct dans l'univers NXT, le match est structurellement limité par sa stupide. Il ne peut pas développer de storytelling profond ni de phase longue de punch. Cela signifie qu'il reste mécaniquement efficace mais émotionnellement secondaire par rapport au segment narratif du show. En dehors du reste du match, il y a peu de réminiscences mémorielles. Il s'agit dans une logique de format, pas dans une logique de rivalité. Cela le rend utile mais peu marquant dans la structure globale de l'épisode. C'est vrai ce qui est dit là est le cas. La victoire de Ariana Grace à cause de Sean Pierce. Encore une fois, Sean Pierce qui coûte un petit peu une opportunité. Hésiter, à chaque fois il dit de faire un truc, ça se retourne contre elle. C'est vraiment dommage quoi. C'est peut-être même le pire scénario qu'ils aient pu faire. C'est ça quoi. Ils nous perdent et c'est complètement ballot et stupide de faire ça. Bref, c'est donc officiel, le WWE Women's Championship sera en jeu entre Brent Sinclair et du coup Ariana Grace à NXT Great American Bash Orlando. Donc ce week-end. Et ensuite après on a eu le segment de Jada Parker. Elle est complètement perdue, Jada Parker, après sa défaite de la semaine dernière. Ce segment fonctionne comme une compréhension un contrepoint émotionnel mais nécessaire dans un show très dense en action et en trahison. Jada Parker exprime une frustration directe sans prise, ce qui permet de rappeler que derrière les angles principaux il existe aussi des trajectoires individuelles impactées par les résultats récents, même en seulement une minute. On donne une humanité au perdant. Elle n'est pas simplement une perdante, elle est quelqu'un qui tente de digérer une déception dans un environnement extrêmement compétitif. Segment très classique de réaction backstage, il sert essentiellement de transition émotionnelle sans apport narratif majeur immédiat. Son principal défaut est sa faible morabilité dans un show où chaque minute est chargée d'événements importants, attaques, trahison, retour. Ce type de segment passe naturellement au second plan. Je suis complètement d'accord là-dessus. Nikita Lyons qui se moque de Jada Parker, c'est un petit peu ballot. Enfin bref, on va passer à la suite. Donc c'est le match entre Sean Diassi et le Belge Dorian Van contre The Culling. Ce match tag team est l'un des derniers véritables segments in-ring structurel du show. Il est rempli efficacement son rôle dans la montée vers le chaos final. Malgré sa durée limitée, le match parvient à donner une impression de fluidité grâce à une bonne utilisation des transitions rapides et des tags intelligents. Sean Diassi et Dorian Van Wyck sont mis en avant comme une équipe cohérente et dynamique, capable de s'adapter à un rythme rapide sans perdre leur identité. Ce type de match sert aussi à maintenir une énergie constante dans le show, évitant que la narration ne repose uniquement sur des promos ou des attaques. Le match reste avant tout un segment de transition. Il n'a pas vocation à être un point culminant du show, mais plutôt une étape dans la progression générale des tensions. La durée limite fortement toute montée en entier. Si le match est propre, il ne peut pas atteindre un niveau de drama ou de construction comparable à un match plus long. C'est vrai que c'est un petit peu
ballot de dire ça, mais ce match-là, il pourrait le faire durer un petit peu plus longtemps, et je pense qu'ils auraient même dû le faire durer un petit peu plus longtemps, et ils se sont un petit peu trompés là-dessus, mais il a servi, narrativement parlant, malheureusement. Non, heureusement, il a servi à la WWE de pour la suite des événements pour les prochaines semaines. En tout cas, il sert parce que tout simplement, il va faire imploser un groupe, quoi. The Kevin qui était une force importante de NXT, donc David Lee et, Dorian Van Duke et Sean Legacy vont remporter ce match. Et franchement, c'est le post-match moi que j'ai adoré. Et comment ils nous ont emmené ça. On a vu un petit peu qu'il y avait des tensions après la défaite d'Easy Day, on a eu le truc en coulisses, et puis finalement, donc, on va voir Nico Holmes qui va trahir euh, euh, Sean Spears. Donc ce segment est l'un des véritables pics émotionnels du show. La trahison de Nico Holmes contre Sean Spears fonctionne parce qu'elle est à la fois simple et visuellement forte. Le choix du chokeslam à travers la table n'est plus seulement un spot spectaculaire, c'est aussi un symbole clair de rupture. Ce type de moment fonctionne particulièrement bien dans un coup comme celui-ci, car il est bien casser une relation établie et rediriger immédiatement l'attention vers une nouvelle dynamique. La violence du geste en fait également la crédibilité de Vance en tant que personnage désormais indépendant et imprévisible. Même si l'impact est fort, la structure de la trahison reste assez classique dans les langages jeux. On suit un schéma déjà bien connu, alliance implicite, moment de la tension, attaque brutale. Le principal point faible est le manque de construction visible dans ce même épisode. La trahison est efficace, mais elle donne l'impression de sortir légèrement de nulle part dans ce show précis, ce qui réduit légèrement son impact contextuel. Mais je vais me contredire aussi, c'est qu'on a senti qu'il y avait des tensions ces derniers temps, ces dernières semaines, du côté d'NXT entre Sean Spears, Nick Owens et Easy Day. Easy Day m'a donné le feu vert à Nick Owens pour se retourner contre Sean Spears. Ça va être une sacrée guerre entre les deux et ça va nous mener vers la suite dans le prochain NXT. En tout cas, Sean Spears est passé à travers une table, il s'est fait littéralement démolir. C'était la meilleure chose à faire, je pense, du côté de la WWE, de se faire démolir de la sorte, parce que simplement on tournait en rond, ils faisaient que ligne, et c'était peut-être le moment de les séparer, quoi. Ils ont peut-être bien fait en fait de séparer cette équipe là. Ensuite, après, donc, pour conclure ce NXT, on a eu le segment entre Naraku, Robert Stone et Vanity Project et Mason Rook. Enfin bref, ce segment final est construit comme un point de convergence de toutes les tensions du jeu. Robert Stone tente de maintenir un semblant d'ordre dans un environnement complètement instable, ce qui reflète parfaitement le thème global de l'épisode NXT, mais plus contrôlable. L'arrivée de Tony D'Angelo est toujours debout, change immédiatement la dynamique qui ne revient pas comme un héros. Un personnage marqué, et c'est donc au final est extrêmement important à cause du main event de Great American. Contrairement aux événements du show qui représentent sur la violence, sur la tension immédiate, et Rook apporte une haute dimension opportuniste et politique au récit. Son intervention n'est pas simplement une attaque, c'est une revendication de légitimité. On a désormais une structure triangulaire de tension, ce qui est beaucoup plus riche narrativement. Le problème de Rook, c'est bref, quoi, on s'est compris, ça va partir en sucette, mais moi, ce que j'aimais, franchement, sur le segment de Tony et de Naraku, c'est que, tout simplement, cela transforme le match avec un événement inévitable, presque fataliste. La simplicité de la fin peut être interprétée comme une force ou une faiblesse selon les attentes du spectateur après l'alimentation à la résolution, ce qui est cohérent avec le reste du show. Et pour ce qui est du point négatif, on a donc l'absence de confrontation physique finale peut frustrer le spectateur qui attendait une confrontation plus explosive à cette soirée. Ça, c'est vrai qu'ils auraient pu la faire durer un peu plus, cette confrontation, que D'Angelo qui va mettre sa finish à Naraku et font devant des yeux, et Naraku qui prend la fuite. C'est dommageable. Moi, je trouve ça personnellement dommageable que, excusez-moi, ils aient fait ça du côté de WNXT. Ils auraient peut-être pu faire autrement ou pas autrement. Faut voir. Maintenant, dans les prochaines semaines, comment ils vont nous guider ça. En tout cas, ensuite, après, on a Naraku, du coup, qui a pris un petit peu la fuite, qui a battu en retraite. C'est vraiment dommage que, de toute façon, on allait qui est battu en retraite. Après, pour ce qui est de son NXT en globalité, a quand même été bon. Enfin, personnellement, je l'ai aimé.
Je l'ai apprécié, c'était comme Roi Londres. Il y avait des choses à revoir et il y aura toujours des choses à revoir malheureusement, mais c'était mieux que Raw par contre. Enfin, personnellement, moi, je préfère NXT que Raw et SmackDown et ça, je le dis depuis de nombreuses et longues semaines. Et je ne fais que enfin, je me trompe quand même assez souvent. Enfin bref, ça va être un match assez intéressant entre Naruto et D'Angelo. Et peut-être que D'Angelo va perdre son titre avec sa blessure à l'œil, peut-être qu'ils vont en abuser, qu'ils vont jouer dessus justement. Euh, N'hésitez pas d'ailleurs à liker, commenter, partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pour la note du show, je mets un bon allez, 14,5 sur 20. Et surtout, n'oubliez pas d'être fan de catch, d'être fier d'être fan de catch. Sur ce, je vous dis ciao, bye et à très vite pour une nouvelle vidéo.